Imaginez une seconde une économie souterraine composée de 65 millions de personnes. C'est la population de la France entière, ça. Exactement. Et ces personnes, elles ne transigent pas en euros ni en dollars. Depuis des années, elles minent frénétiquement une monnaie numérique directement depuis leur téléphone portable. Avec une conviction quasi religieuse, en plus. Mais carrément. L'idée, c'est qu'un jour, une seule de ces pièces vaudra le prix d'une maison de luxe. Ouais, c'est le rêve qu'on leur vend. Allez, on va décortiquer tout ça aujourd'hui. Nous sommes le 26 mars 2026 et on plonge dans un univers où la ferveur populaire percute de plein fouet la froideur implacable de la finance mondiale. Un choc des titans, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, notre décryptage se concentre sur le réseau Pi, ou Pi Network, et son écosystème satellite qu'on appelle Interlink. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est l'échelle de l'expérience sociale à laquelle on assiste. On a analysé un ensemble de 6 récents sur le sujet pour préparer cette plongée. Et on précise tout de suite, l'objectif n'est absolument pas de donner des conseils financiers. Non, surtout pas. La mission, c'est d'observer une tension psychologique et mécanique sans précédent. Comment une infrastructure complètement fermée gère-t-elle l'impatience d'une base d'utilisateurs aussi colossale ? Des utilisateurs qui exigent soudainement de transformer des chiffres sur un écran en véritable pouvoir d'achat. C'est là que ça coince. Et il faut d'emblée poser un cadre clair pour tous ceux qui nous écoutent. L'écosystème Pi génère des passions qui sont vraiment extrêmes. Très polarisé, ouais. Voilà. Nos sources débordent d'opinions viscéralement opposées. D'un côté, on nous dépeint une révolution financière mondiale, et de l'autre, une illusion de masse monumentale. Et notre rôle, c'est de ne valider aucun de ces deux camps. On est juste là pour disséquer les données brutes, les mouvements de la blockchain et les théories internes de cette communauté. Pour comprendre les rouages de cette machine, tout simplement. Et pour comprendre ces rouages, il faut commencer par la mécanique qui vient tout juste de s'enrayer. Ouais. Parlons du marché. Le marché a l'habitude de réagir de manière hyper prévisible à l'innovation. Une mise à jour majeure est déployée, elle apporte des nouvelles fonctionnalités, ça attire des capitaux et hop, le prix monte. C'est la logique de base, quoi. Sauf que pour Pi, cette logique vient de voler en éclats avec ce qu'ils appellent le fameux protocole 20. Ah, le protocole 20. Sur le papier, c'était censé être l'événement déclencheur, le truc énorme. Le Graal, ouais. Techniquement parlant, cette mise à jour devait être le pont vers une véritable utilité. L'idée, c'était d'intégrer des contrats intelligents pour permettre aux développeurs de construire de vraies applications financières sur le réseau. On s'attendait à une ruée vers l'or, franchement. Mais la réalité des chiffres dans les rapports, elle est brutale. Le prix du jeton n'a pas explosé, il a fondu. Une vraie dégringolade. Il a franchi le support des 0,20 $ pour s'écraser à 0,1850. Comment une mise à jour technique qui est censée ouvrir le réseau peut-elle détruire sa valeur à ce point ? L'explication réside vraiment dans l'isolement de ce marché. Si on regarde l'économie mondiale des crypto-monnaies aujourd'hui, malgré un contexte macroéconomique super tendu, les flux de capitaux sont massifs. C'est vrai que le reste du marché s'envole. Totalement. Récemment, le volume d'échange du Bitcoin a bondi de 80%, le XRP a vu son volume exploser de 115% et l'Ethereum de 93%. Les investisseurs mettent de l'argent réel dans des réseaux qui sont ouverts. C'est ça. Et pendant ce temps, le volume de Pi peine à afficher une hausse de 19%, stagnant autour de 26 millions de dollars. Attends, 26 millions de dollars de volume pour une communauté de 65 millions d'utilisateurs ? Oui, c'est ridicule. C'est microscopique. Surtout quand on sait que son sommet historique de volume d'échange atteignait 1,7 milliard de dollars par le passé. L'attention s'est complètement évaporée. C'est fou. Mais c'est le cœur du problème. L'attention s'est évaporée parce que le modèle économique interne étouffe le jeton. Les sources pointent une faille structurelle qui est dévastatrice. Le calendrier de déblocage ? Exactement. Chaque jour, environ 5 millions de jetons Pi sont débloqués et rendus disponibles pour les mineurs de la première heure. Ce qui, au prix actuel, crée une pression de vente immédiate d'environ 750 000 dollars par jour. Parfaitement. Et sur un marché où le volume d'achat quotidien n'est que de 26 millions, une pression de vente constante de près d'1 million de dollars sans nouveaux capitaux entrants. C'est une hémorragie lente. C'est ça. Les utilisateurs attendent depuis des années. Ils veulent enfin monétiser leur temps passé à cliquer sur l'application. Mais comme le réseau reste techniquement fermé au grand flux de capitaux externes, il n'y a personne en face pour racheter ces jetons. Voici où ça devient vraiment intéressant, parce que ça me fait penser à une dynamique très spécifique d'Internet, la mauvaise célébrité. Ah oui, l'analogie dans l'un des rapports. Ouais, l'un des analystes qu'on a écouté fait un parallèle frappant avec Raja Butt. C'est un méga YouTuber pakistanais. Ouais,
Ce créateur accumulait des millions de vues, l'algorithme le poussait absolument partout. Mais le jour où un énorme scandale sur son divorce a éclaté, cette immense visibilité s'est retournée contre lui. Effet boomerang. Voilà. Avoir la plus grande audience, ça ne voulait plus dire être le plus apprécié, ça voulait simplement dire qu'il perdait des abonnés à une vitesse record sous les yeux du monde entier. L'analogie est cruelle, c'est sûr, mais elle est tellement pertinente. Le réseau Pi a bâti tout son succès sur un marketing viral exceptionnel. Être omniprésent sur les réseaux sociaux, c'était vraiment leur plus grande force. Mais aujourd'hui, cette taille titanesque, ça se transforme en caisse de résonance pour la frustration. Quand des millions de personnes réalisent que la mise à jour tant attendue ne leur permet toujours pas de s'acheter un café avec leurs jetons, La visibilité devient un handicap majeur en termes de relations publiques. Exactement. Mais alors, si le réseau souffre d'un tel déficit de confiance en public, que font les développeurs en coulisses? Parce que l'impression générale, c'est celle d'un projet complètement paralysé. En apparence, oui, mais les explorateurs de la blockchain, comme Piscan, racontent une toute autre histoire. Ouais, les observateurs ont repéré des mouvements fantômes fascinants. On parle d'un portefeuille spécifique qui fait tourner des millions de dollars en jetons Pi en se les envoyant à lui-même en boucle. Et la question immédiate qu'on se pose, c'est pourquoi simuler une activité économique en vase clos? C'est clair. La réponse, elle est purement technique et stratégique. Si on relie ça à une perspective plus large, ces autotransferts sont facturés au tarif minimal du réseau, c'est-à-dire 0,01 pi. D'accord. Ce que l'équipe de développement fait, c'est un stress test. Ils mettent le réseau sous pression extrême pour identifier les failles de sécurité et les goulots d'étranglement de la blockchain après l'échec relatif du protocole 20. Je comprends totalement le besoin de tester le réseau, mais pourquoi s'envoyer les fonds à soi-même? S'ils ont besoin de tester des transactions, pourquoi ne pas faire des transferts réels entre différents portefeuilles de tests gérés par la fondation? Parce qu'ils sont terrifiés. Terrifiés par quoi? Par le FOMO de leur propre communauté. La fameuse peur de rater une opportunité, ou pire, la panique pure et simple. La blockchain, elle est publique. Ah ouais, tout le monde voit tout. Voilà. Si les 65 millions d'utilisateurs voyaient soudainement des portefeuilles officiels transférer des dizaines de millions de jetons vers des adresses inconnues, la rumeur d'un rug-pull, tu sais, l'idée que les fondateurs partent avec la caisse ou s'apprêtent à inonder le marché, ça se répandrait qu'à une traînée de poudre. Et c'est sûr. Donc, en bouclant les transferts sur une seule adresse, ils signalent subtilement qu'il s'agit juste d'un test interne. C'est de l'ingénierie sociale autant que de l'ingénierie logicielle finalement. Complètement. Et ils appliquent cette même logique de rétention à la communauté. Sur le testnet, le réseau d'essai, qui est parallèle au réseau principal, nos sources soulignent l'apparition d'un nouveau jeton, appelé ERA. Ah oui, le système de liste blanche. C'est ça. Pour espérer faire partie des premiers élus lors du lancement du vrai réseau ouvert, les utilisateurs sont poussés à bloquer ou staker des jetons virtuels. On parle par exemple de geler 97 jetons de test pour s'inscrire sur cette fameuse liste blanche. C'est un pur mécanisme de gamification pour gagner du temps. Tu penses? Ah oui, c'est évident. En demandant aux utilisateurs de staker des jetons de test, les développeurs maintiennent un niveau d'engagement artificiel. Ils donnent l'illusion d'une progression, pendant que le réseau principal, le mainnet, il reste verrouillé. C'est habile, mais cette stratégie d'usure a ses limites. Et l'équipe dirigeante semble en avoir parfaitement conscience. C'est pour ça qu'on observe en parallèle une offensive médiatique très classique. L'opération de séduction institutionnelle. Exactement. Les sources indiquent que Nicolas, le cofondateur, est annoncé comme intervenant majeur lors d'un sommet organisé par CoinDesk début mai. Ce qui n'est pas rien dans ce milieu. Et plus frappant encore, le réseau Pi a sorti le carnet de chèques pour sponsoriser Consensus 2026, sans doute l'un des événements les plus respectés de l'industrie. Ils se sont offerts un temps de parole de 20 minutes au programme. Il y a une urgence vitale de légitimation pour eux. L'écosystème Pi est souvent perçu par le reste du marché cryptographique comme un culte isolé, une curiosité technique sans aucune valeur économique réelle. Ouais, on les prend pas vraiment au sérieux. Voilà, s'afficher aux côtés des géants de l'industrie à Consensus, c'est tenter de rassurer les bourses d'échange traditionnelles. C'est un message hyper clair envoyé aux plateformes de trading, genre « nous sommes réels, nous sommes sérieux, ouvrez-nous vos portes ». Le contraste est quand même saisissant. D'un côté, les fondateurs enfilent des costumes pour rassurer Wall Street et les institutions, et de l'autre,
La base des utilisateurs est en train d'inventer sa propre réalité macroéconomique. Et là, il faut qu'on parle du GCV. Et l'éléphant dans la pièce. Le Global Consensus Value, c'est probablement la partie la plus surréaliste des rapports qu'on a analysés. Le GCV, c'est plus du tout seulement une métrique financière, c'est devenu un dogme. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène pour notre auditoire, une faction massive et très bruyante de cette communauté a décidé, par pur accord mutuel, que la valeur d'un seul jeton paille ne devait pas être définie par l'offre et la demande du marché libre. Ce qui va à l'encontre de toute logique économique. Totalement. Non, eux, ils ont décrété qu'un paille vaut précisément 314 159 $. La symbolique du chiffre pi, multipliée par l'espoir d'une richesse absolue. C'est vertigineux. Mais confrontons cette croyance à la gravité mathématique, parce que là, il y a un mur. Le réseau Pi a une offre maximale plafonnée à 100 milliards de jetons. Ok. Si chaque jeton valait effectivement 314 159 $, la capitalisation boursière du réseau se chiffrerait en dizaines de quadrillions de dollars. Des quadrillions. C'est un chiffre tellement colossal que le cerveau humain a du mal à se le représenter. Mettons-le en perspective. Si on prend l'intégralité de la richesse mondiale, c'est-à-dire l'ensemble des marchés boursiers de la planète, toutes les réserves d'or, toute la masse monétaire en circulation et la valeur de l'intégralité de l'immobilier sur Terre, Tout ça réuni, hein. tout ça réuni, on atteint difficilement les 100 billions de dollars ou trillions en anglais. Et le marché global des crypto-monnaies pèse à peine 3 billions. Donc le GCV exige qu'une simple application sur smartphone vaille à elle seule des centaines de fois la richesse cumulée de toute l'humanité. C'est mathématiquement impossible, c'est un mur absolu. Alors, que signifie tout ça pour l'utilisateur moyen? Comment ils maintiennent cette croyance face à l'évidence mathématique? C'est là que les documents mettent en lumière une parade intellectuelle fascinante que les utilisateurs appellent la théorie de la double valeur. Une vraie pirouette idéologique, celle-là. Elle a été conçue sur mesure pour séparer le réseau de la réalité implacable du marché. Comment ça fonctionne exactement? La théorie y postule qu'il ne devrait pas y avoir un seul type de jeton, mais deux classes distinctes, avec des règles économiques complètement différentes. Ah ouais? La première classe serait celle des PD organiques. Ce sont les jetons qui ont été minés laborieusement au fil des années par les utilisateurs fidèles, directement sur l'application. Et selon cette frange de la communauté, seuls ces PI organiques auraient le droit de bénéficier des mécanismes de verrouillage qui boostent le minage. Exactement. Et surtout, seuls ces jetons dits méritants se verraient accorder le statut sacré du GCV à 314 000 $. Ok, et la deuxième classe alors? Ce seraient les PIDEsh d'échange. Ce sont les jetons achetés par des spéculateurs sur des marchés secondaires ou des bourses externes, où le prix réel s'échange actuellement pour une poignée de centimes. On parle de 16 à 22 roupies selon certaines sources asiatiques. Une miraire quoi. Voilà. Ces jetons-là seraient considérés comme de la monnaie courante, soumise à la volatilité, non éligible au verrouillage et surtout exclus du tarif GCV. J'adore l'analogie qu'on a trouvée dans les notes pour illustrer ça. C'est un peu comme imaginer deux passagers assis côte à côte sur un vol transatlantique. Ouais, l'analogie de l'avion est parfaite. Le premier a gagné son billet en accumulant des miles pendant des années de loyauté absolue envers la compagnie. Le second, il a acheté son billet en promotion sur Internet 3 heures avant le décollage. Et ce que la communauté exige, c'est que la compagnie aérienne force le second passager à voyager en soute, tout en offrant la première classe au passager loyal. C'est exactement ça. Leur argumentaire, c'est de dire que si tout le monde pouvait acheter des PayPal au prix du marché libre et exiger la valeur du GCV auprès des marchands, ça ruinerait instantanément l'économie globale. Cette analogie illustre parfaitement le protectionnisme délirant de cette idée. On crée une espèce d'aristocratie numérique uniquement sur l'ancienneté. C'est fascinant sociologiquement. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance culturelle de ce récit. Dans l'analyse des sources, on observe que les défenseurs du GCV s'identifient littéralement aux héros de blockbusters du cinéma indien. Ah oui, les films comme Pushpa ou KGF avec le personnage de Rocky. Exactement. Des histoires épiques d'opprimés qui partent de rien et qui finissent par renverser des empires corrompus. C'est un récit d'outsider. C'est exactement la psychologie à l'œuvre. Le monde des crypto-monnaies classiques est perçu comme une nouvelle oligarchie inaccessible. Faut pas oublier que sur le réseau Bitcoin, environ 2% des portefeuilles détiennent 87% de la richesse totale. C'est un club très fermé. Du coup, la base d'utilisateurs de Pi se voit un peu comme une rébellion prolétarienne. Le GCV, c'est pas juste un prix pour eux, c'est un outil de redistribution massive des richesses pour court-circuiter les élites financières. C'est un récit social surpuissant. On comprend pourquoi ça prend si bien. Oh que oui! Mais bon,
Pendant que la communauté s'écharpe sur des théories économiques dignes d'un film de science-fiction, l'opacité et la lenteur du réseau créent un terrain de chasse absolument parfait pour les prédateurs de l'ombre. Et là, on aborde la partie la plus sombre des rapports. L'écosystème est devenu toxique, particulièrement autour des projets secondaires comme Interlink et son jeton le ITLJ. La confusion, c'est vraiment le meilleur allié des escrocs. Toujours. Comme l'écosystème est techniquement fermé, mais que l'impatience de monétiser est à son comble, les utilisateurs sont juste désespérés de trouver des portes de sortie. Ils veulent à tout prix convertir leur jeton Interlink ou Pi en vraie monnaie. Et les pirates exploitent cette faille en créant de fausses bourses d'échange. Et le niveau de sophistication est terrifiant, franchement. Les sources expliquent que ces faux sites répliquent pixel par pixel l'interface des portefeuilles officiels. L'utilisateur inexpérimenté qui n'a jamais réellement utilisé une vraie bourse décentralisée ouverte, y pense se connecter pour vendre ses actifs en toute sécurité. Et c'est là que le piège se referme. Le site lui demande d'entrer sa passphrase, tu sais, les fameux mots de passe de sécurité de son portefeuille? La règle d'or qu'il ne faut jamais enfreindre. Jamais. Mais dès que les mots sont saisis, un script vide l'intégralité du compte en quelques secondes. C'est fini. L'ignorance des mécanismes du Web3, couplée à l'avidité, ça crée un vrai carnage méthodique. Et le drame, c'est que pendant que les utilisateurs se font dépouiller sur des illusions de liquidité, la vraie concurrence, celle qui opère sur des marchés ouverts, elle avance à un rythme freiné. L'immobilité coûte extrêmement cher dans le secteur des technologies décentralisées. Si tu n'avances pas, tu meurs. C'est ce qui ressort le plus des comparatifs dans nos sources. Prenons le propre écosystème d'Interlink Lab, par exemple. Ouais. Eux, ils avancent. Ils revendiquent déjà avoir atteint les 7 millions d'utilisateurs à une vitesse fulgurante. Ils déploient des feuilles de route hyper concrètes, comme leur version 5.0 qui introduit des vérifications d'identité gérées par des curateurs humains pour assainir le réseau. C'est du concret. On observe aussi des phénomènes comme Notcon, dans un autre univers, où un simple jeu nommé Glance a rapidement capté 400 000 utilisateurs très actifs. Et si on regarde les performances des actifs traditionnels cotés en bourse, c'est encore plus cruel pour l'utilisateur de paille. Ah, les chiffres du marché classique. Les rapports mentionnent le jeton carbone. Ce truc a enregistré une hausse explosive de 1250% en seulement un mois. Son prix est passé de 0,02 $ à 3 €. 1250% en un mois. Ouais. Quand un utilisateur bloque ses fonds sur un testnet fantôme pendant qu'à l'extérieur des marchés génèrent de telles performances de manière transparente, la pression devient juste intenable. Ceci soulève une question essentielle. Ce qui nous amène à l'ultimatum très clair formulé par les analystes dans les sources. Un véritable coup près pour la survie même du projet Pi. Quel est cet ultimatum du marché? Il est simple. L'ère du vase clos doit s'achever. Point. Pour que le jeton survive et acquiert une véritable valeur, le réseau doit se décentraliser réellement et ouvrir son mainnet sans aucune restriction. C'est la condition sine qua non. Mais surtout, l'équipe fondatrice doit réussir à sécuriser des cotations directes sur des plateformes d'échange de premier plan, celles qui apportent la vraie liquidité mondiale, comme Coinbase, Binance ou KuCoin. Alors, certains pourraient dire qu'ils ont déjà eu des cotations non officielles sur des plateformes comme Kraken par le passé. Sauf que ces cotations sur Kraken n'ont eu aucun effet stabilisateur durable. Et pourquoi? Précisément parce que l'infrastructure sous-jacente du réseau Pi restait fermée. C'était des marchés de reconnaissance de dette, des IOU, pas de vrai transfert de jetons. Ah d'accord, c'était que du papier, quoi. Exactement. Sans une ouverture technique radicale et une vraie liquidité, le projet est condamné à reproduire des effondrements tragiques. Et les analystes citent d'ailleurs l'exemple brutal du jeton Mantra. Ah oui, l'effondrement de Mantre. C'est une leçon magistrale sur le danger de la hype sans utilité ouverte. Les sources rappellent que ce projet a subi une correction d'une violence inouïe. Une chute libre. Son prix a chuté de 1 $ à 0,70 $, ce qui paraît gérable, mais c'est l'exode massif des capitaux qui a été cataclysmique. La capitalisation boursière du projet est passée de 6 milliards de dollars à seulement 14 millions de dollars. C'est une destruction de valeur de près de 93%. Un anéantissement total. Le marché pardonne beaucoup de choses. Il pardonne la volatilité, les bugs, mais il ne pardonne jamais l'immobilité couplée au manque de liquidité. Jamais. Quand la confiance se brise dans un système sans utilité concrète, la chute n'est pas progressive, elle est terminale. Le parallèle fait vraiment froid dans le dos. Pour résumer brillamment le panorama de ce qu'on vient de disséquer, on observe une nation numérique de 65 millions d'individus. C'est une taille comparable à l'empire YouTube d'un mec comme MrBeast pour donner une idée de l'échelle. C'est gigantesque.
Mais cette nation est bâtie presque exclusivement sur l'attente d'une richesse future, d'une délivrance financière. Naviguant à vue. C'est ça. Elle est tiraillée entre des développeurs qui effectuent des tests obscurs dans l'ombre par peur de la panique, un schisme économique interne qui tente d'imposer un prix fantaisiste de 314 000 $ et des meutes de pirates informatiques qui profitent de la confusion pour siphonner les portefeuilles. Si on prend un peu de recul pour conclure, l'histoire de la monnaie nous a appris une chose fondamentale. Laquelle? La valeur d'une devise, que ce soit une coquille, un billet de banque ou du bitcoin, c'est au final qu'une illusion partagée. La monnaie vaut quelque chose uniquement parce qu'on croit collectivement qu'elle vaut quelque chose. C'est un pacte de confiance. Exactement. Mais l'énigme qui se joue ici, elle est totalement inédite. Que se passe-t-il lorsque cette illusion est partagée par 65 millions de personnes, alors que l'infrastructure mathématique sous-jacente refuse obstinément de s'y plier? C'est la vraie question. La véritable question n'est peut-être plus de savoir quand ce réseau s'ouvrira, mais s'il est même possible de fusionner une religion numérique avec la comptabilité impitoyable de l'économie mondiale. Waouh! C'est sur cette réflexion vertigineuse que s'achève notre plongée dans les données d'aujourd'hui. Un immense merci à tous ceux qui nous écoutent pour avoir exploré les coulisses de cette mécanique si complexe avec nous. C'était un pur plaisir de démêler tout ça. Gardez toujours l'esprit critique face aux promesses de cet écosystème, vérifiez où vous mettez les pieds, et on se retrouve très vite pour décortiquer la prochaine énigme de ce monde en mouvement.